La dictature, c'est ferme ta bouche, la démocratie, c'est cause toujours. Alors j'ai beau être un démocrate dans l'âme, c'est pourtant en visionnant la cool room de ce Grand Prix du Japon, entre un champion du monde goguenard et un carteron de pilote papaye défait, que ce bon mot de Coluche m'est revenu en tête. Car à Suzuka, on a vu s'exprimer sous nos yeux le résultat de deux conceptions politiques et managériales très nettes entre Red Bull et McLaren. Le diktat néerlandais a encore frappé. Max Verstappen a une fois de plus brutalisé la concurrence, mais cette fois-ci contre toute attente. Car on peut raisonnablement affirmer qu'au Japon, comme depuis le début de la saison, le quadruple champion du monde n'a pu compter que sur la troisième, pour ne pas dire la quatrième monoplace du plateau. Réservé à l'issue des essais libres du vendredi, du fait d'un manque de train avant chronique, Max s'achetait malgré tout une confiance progressive en affinant avec ses ingénieurs les réglages de sa RB21 pour finalement censurer l'opposition dès les qualifications. Résultat d'une séance construite avec une linéarité presque robotique entre Q1, Q2 et Q3, la pole position, arrachée à Lando Norris pour 12 millièmes, incarnait à elle seule tout le génie du pilote, du passage supersonique au virage 1 au freinage hallucinant à la dernière chicane. Les McLaren, deuxième et troisième sur la grille, avaient beau guetter, la messe était en réalité déjà dite. Et pour cause, avec un air sale régnant toujours en maître et les véritables paquebots roulants que sont devenus les monoplaces de Formule 1, le Grand 8 de Suzuka était devenu un petit Monaco. Si bien que menace du DRS, Max ne l'a connu guère. Ne restait plus alors, entre guillemets, qu'à bénéficier de l'air propre et de températures plus fraîches que prévu pour gérer les gommes médium et dures, tout en maintenant la McLaren numéro 4 au-dessus du seuil fatidique de la seconde. La suite, vous la connaissez. Avec ce 64e succès, Max Verstappen ne fait pas seulement que rappeler à tous son statut de vainqueur, il restaure surtout la tyrannie psychologique qu'il exerce depuis des années sur l'ensemble du plateau, à commencer par les deux pilotes McLaren. En effet, en plus d'une humiliation en course, le champion néerlandais aura ponctué son week-end par quelques missiles devant les caméras, remettant en cause le niveau proposé par ses deux rivaux du moment et allant presque jusqu'à qualifier son bro, Lando Norris, de tondeuse à gazon sur pattes. Bref, qu'importe de savoir si la RB21 pourra suivre la MCL39 dans la course au développement à terme. Pour Max, la bataille psychologique débute maintenant, car il le sait mieux que personne. Alors que le système Red Bull lui voue un culte de la personnalité, le management libéral de McLaren semble toujours incapable de hiérarchiser ses poulains. Un avantage certain pour Max dans l'optique du championnat pilote, et ce, malgré une infériorité de machinerie. Car on l'a bien vu au Japon, jouer à 2 contre 1 face à Verstappen ne peut pas fonctionner si les pilotes et leur management ne tranchent pas dans le vif. En ce sens, s'il est légitime d'admettre que la course fut perdue pour McLaren après la Q3 inconstante de Norris et Piastri le samedi, rien ne justifie pour autant la mollesse stratégique du muret papaye observée le dimanche. Alors pour l'expliquer, Andrea Stella invoquera la similarité des rythmes en course et la faible abrasivité de la piste, qui aurait empêché de créer une véritable opportunité stratégique. Argument peu convaincant, car arrêter Piastri au tour 19 et Norris au tour 21 avec Verstappen, sans laisser à une McLaren l'opportunité de déployer son rythme à l'air libre en vue d'une stratégie décalée comme celle effectuée par Antonelli pour Mercedes, ressemble à un aveu de faiblesse inexplicable. À moins de considérer que la perspective d'un undercut de Piastri sur Norris ait précipité l'arrêt de ce dernier. Et c'est là qu'on en revient au point de blocage majeur du côté de Woking, la gestion des pilotes. Car au contraire de la dictature assumée chez l'adversaire, eh bien chez McLaren, on ne hiérarchise pas, on est démocrate, on parlemente, on n'impose surtout pas, on cause toujours, dirait Coluche. Tout, en ce sens, semble être fait chez les papayes pour que le meilleur des deux soit élu par ses propres performances, sans qu'une puissance extérieure n'ait à choisir pour mieux discriminer. Une logique explicitée lors des 10 derniers tours de course, durant lesquels les coups de klaxon de Piastri à Norris ne suffirent même pas au muret McLaren pour envisager l'échange de positions en vue d'une possible victoire. Alors le spectacle donné par Woking vous a semblé ridicule si tôt dans la saison? Soit. Mais à quoi pouvions-nous seulement nous attendre de la part de McLaren? Ce let them race jusqu'au boutiste reste en effet fidèle à l'ADN managérial de l'écurie tel qu'observé ces dernières décennies. Mais il s'inscrit également dans la continuité de ce qui nous a été montré l'an passé, des maladresses radiophoniques de Budapest au refus de la consigne d'équipe de Monza.
Sur le papier, l'égalitarisme pour les pilotes au sein d'une équipe aussi compétitive que McLaren a donc tout pour plaire aux fans de F1, moi compris. Mais gardons bien en tête que les grandes leçons de démocratie sportive ne s'entendent et ne fonctionnent que si elles émanent d'une puissance hégémonique. Dès lors que cette puissance est contestée, voire supplantée par un tiers qui en profite, eh bien les dites leçons traduisent plutôt une marque de lâcheté. Par conséquent, si les tendances de ces premiers Grands Prix se confirment, entre un Piastri toujours plus pressant sur Norris en rythme de course et un Verstappen capable de s'inviter à la lutte, McLaren n'aura d'autre choix que de troquer le cause toujours contre un bon ferme-ta-bouche pour le bien de ses victoires et celui du championnat de pilote. Mais saurait-elle seulement le faire ? Alors rassurez-vous, loin de moi l'idée de faire l'éloge de la dictature dans cette chronique, car en F1 et dans la galaxie Red Bull en particulier, il n'est pas difficile de constater les conséquences délétères d'une hyper-concentration du pouvoir entre une figure sportive exaltée, adulée, héroïsée, et des dirigeants, Christian Horner et Helmut Marko en l'occurrence, qui recourent de plus en plus souvent à l'arbitraire pour réorganiser le régime. Dernière victime de ces décisions brutales, Yuki Tsunoda promu entre guillemets chez Red Bull, et Liam Lawson rétrogradé avec tout autant de guillemets chez Racing Bulls. Difficile de savoir où est le goulag là-dedans, toujours est-il que dans un contexte aussi complexe que celui-ci, Tsunoda n'a pas démérité à domicile, au volant d'une RB21 qu'il n'avait connue que par simulateur. Et ce n'est pas sa P12 finale à quelques secondes seulement des points, ni son dépassement symbolique sur Liam Lawson au premier tour qui alimentera cet avis, mais plutôt la construction de son week-end dans l'ensemble, jalonné de quelques chronos encourageants et relativement proches de ceux de Verstappen en EL1, en EL3 ou en Q1. Surtout, Suzuka a montré que l'élimination de Yuki en Q2 ne résultait pas tant d'une perte de temps chronique à chaque virage à l'instar de son prédécesseur que d'un contre-braquage malheureux au virage 2. Reste à savoir si le Nippon fera mieux in fine que Sergio Pérez, dont les 7e et 8e places enchaînées fin 2024 sont ironiquement devenues des références. Sinon, eh bien comme toute dictature qui se respecte, Red Bull pourra compter sur sa jeunesse formatée, et magnifiquement formatée pour le coup. En effet, en terminant meilleur des autres et plus encore, Isack Hadjar a concrétisé par l'obtention de ses premiers points ce qu'on pressentait depuis des années le concernant. Un potentiel phénoménal. Qualifié P7 devant son héros malgré quelques soucis de harnais et sur un circuit peu connu à son bataillon, intelligent dans sa gestion du trafic, tranchant dans son art du roue contre roue, notamment face à la fourberie défensive de Carlos Sainz, le jeune français a coché moult cases à Suzuka, tout en enterrant un peu plus son nouveau coéquipier qu'il se doit désormais de devancer. Si à l'avenir Isack enchaîne ce type d'exploit en même temps que Yuki déçoit, l'on sera alors dans l'attente et dans la crainte de l'appel suprême faisant monter l'actuel pilote Racing Bulls chez Red Bull. Et le concerné l'admettait à demi-mot à l'arrivée du Grand Prix. Une telle promotion, si elle devait arriver, ne serait pas facultative, mais obligatoire. Espérons donc que pour Isack, jeunesse se fasse avant. Au fond, entre la dictature du taureau rouge et la démocratie orange, Suzuka nous a surtout rappelé une vérité simple mais implacable. En Formule 1, le pouvoir ne se discute pas, il s'impose. Max Verstappen incarne plus que jamais ce despote triomphant, sûr de sa force et maître des horloges, quand McLaren, fidèle à son histoire, joue encore les assemblées délibérantes dans laquelle chacun lève la main, mais où personne n'ose trancher. Autrement dit, l'un avance en ligne droite, quand l'autre tourne en rond dans ses propres contradictions. Coluche avait résumé la politique en une phrase, Suzuka l'a illustré en 53 tours. Merci d'avoir écouté cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse me partager en commentaire de cette vidéo vos réactions. Pour le reste, like, partage, abonnement, clochette, vous savez comment m'aider. À très bientôt, ciao!